Tu peux juste nous mettre le PowerPoint parce que moi je l'ai lancé, s'il te plaît. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Allez, on y va pour des cas cliniques comme ça. On va pouvoir rediscuter de l'endométriose comme vous n'avez pas pu poser toutes vos questions Ce matin. cet après-midi même, à Pietro. Ah oui, c'était cet Oui. après-midi. Oui. Ok, donc on fait un premier cas où vous avez une patiente de 25 ans qui est mariée depuis 2 ans et qui consulte pour dyspareunie, dysménorrhée et désir de grossesse, en fait, depuis 2 ans, suite à l'arrêt de sa contraception. Et elle vous ramène une écho qui a été faite en ville où il voit un endométriome de 5 cm au niveau de l'ovaire gauche. Et donc, voilà enfin, vous faites votre interrogatoire comme Mathilde vous a expliqué, du couple. Globalement, elle n'a pas d'antécédents, elle a des cycles réguliers de 28 jours, aucun traitement. Et lui, bah, il n'a pas d'antécédents, il a 29 ans. Facile, quoi. Alors, que Alors, recherchez-vous première à question. l'interrogatoire? Donc, le Ouais. sondage énoncé aussi, mais vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous recherchez? Alors, s'il y a un En, truc, voilà. un seul, parmi les 4 que vous deviez demander pour... Quelle est la meilleure réponse, selon vous? La réponse A, et en ligne, c'est aussi la réponse A. On est d'accord. Les scores de douleur, c'est bien. Il faut évaluer objectivement les douleurs et donc vous rappelez qu'il y a globalement 5, ouais, 5 scores de douleur que vous pouvez évaluer avec l'échelle, soit l'EVA, l'échelle visuelle analogique, soit l'échelle numérique simple, où vous demandez à la patiente de chiffrer ses douleurs. Et là, elle vous dit qu'elle a quand même 8 sur 10 pour les dysménorrhées, 7 sur 10 pour les dyspareunies profondes, 4 sur 10 au cours du cycle, et puis des signes digestifs, une dyschésie menstruelle à 2 sur 10. Pas de signes urinaires. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Non, non, Ah oui, oui. ouais. Ah oui, non, mince, je C'est suis quoi? buggée. C'est Oui, son oui. bilan. Non, non, mais Donc, il y a un bilan je qui a regarde. été fait, qui est celui-ci, donc avec un estradiol à 47, FSH 8,7, LH 7,4, une évaluation des trompes qui était normale, un spermogramme. Comment il est le sperme alors? Il est normal, ouais. Alors, est-ce qu'il vous manque des choses? Est-ce que vous poursuivez les examens? Qu'est-ce qui vous manque? Alors, on me dit une échographie Ouais. avec un CFA, ok. Quoi d'autre? Des sérologies, si vous voulez. Euh, une TSH, et quoi d'autre dans le bilan hormonal qu'une TSH? Pourquoi vous voulez faire une Pourquoi? prolactine à une patiente qui a des cycles réguliers de 28 jours? Surtout, n'en faites pas. Nous, on a arrêté de la faire en systématique parce qu'on se retrouvait avec des prolactines tout le temps un peu élevées. Comme vous disait le professeur Chabert-Buffet, il n'y a pas d'indication à faire une prolactine si elle a des cycles parfaitement réguliers. Donc là, elle a une endométriose et une infertilité. Ouais, donc. Ouais. Et donc l'AMH, oui, c'est ça que j'attendais dans la suite du bilan hormonal. TSH, parce qu'on le fait à toutes les femmes infertiles. Et AMH, ça, ok. Quoi d'autre? Si vous voulez avoir un bilan complet pour elle. Bah Pourquoi la non, alors testo? moi je fais pas la testo non plus si elle n'a pas de trouble du cycle ni d'hyperandrogénie clinique. Alors, Alors, pourquoi est-ce que vous voulez faire une IRM? Pour faire quoi? Voilà, pour évaluer l'endométriose. Exactement. Et en fait, on vous a dit qu'elle avait un endométriome. C'est comme le cas un peu que je vous ai montré sur la consultation. C'est un endométriome avec des douleurs. Donc, dans ces cas-là, il faut toujours rechercher une endométriose profonde. Et même de toute façon, quand vous avez un endométriome, c'est important d'aller voir s'il n'y a pas des lésions profondes associées avec soit une échographie pelvienne ou une IRM, en tout cas par un radiologue ou échographiste référent. D'accord. Et puis là, l'échographie, on leur demandera aussi de faire un compte des follicules en trop en même temps, parce qu'on ne l'avait pas. Et puis on rajoutera une AMH. ok. Bon, alors,
finalement, le bilan radiologique ne retrouve pas d'endométriose profonde. Et vous avez juste un endométriome isolé donc de 5 cm avec une AMH à 3,2 nanogrammes, un CFA à 16. Qu'est-ce que vous pensez de sa réserve ovarienne déjà? C'est bien. Elle est bien, ouais. Et alors, qu'est-ce que vous proposez du coup comme prise en charge à ce couple avec alors, C'est une patiente jeune, elle a quel âge? 30 ans. elle a 25 ans. Elle a 25 ans, c'est une patiente jeune avec un spermogramme normal, des trompes perméables et un endométriome ovarien isolé. Une bonne réserve ovarienne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les options thérapeutiques pour l'infertilité dans l'endométriose? C'est quoi les deux options? FIV ou chirurgie. Alors, est-ce qu'elle, on peut faire une chirurgie? Quand est-ce qu'on peut faire une chirurgie? Quand est-ce qu'on peut proposer une chirurgie? Douleur résistante au traitement. Non, mais pour l'infertilité, je parle. Ouais, mais ils ont raison de dire qu'effectivement, une douloureuse infertile, pour le coup, ça peut être une bonne indication de chirurgie parce que vous pouvez à la fois traiter ces douleurs et améliorer sa fertilité spontanée. Après, si vous voulez faire de la chirurgie, du coup, il faut être sûr que derrière votre chirurgie complète de l'endométriose, elle va pouvoir être enceinte naturellement. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, si elle est douloureuse, on peut aussi avoir un traitement hormonal. Donc la question, c'est est-ce que cette... Normalement, on fait son profil parce que les troncs sont perméables. Vous avez juste le micro là. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, répétez. J'ai vu son profil, elle peut très bien être enceinte spontanément après la chirurgie. Ouais. Les trompes sont perméables, le bilan mono est normal, elle le peut. C'est ça la réflexion qu'il faut avoir, c'est qu'avant d'opérer la patiente, c'est est-ce qu'après la chirurgie, elle pourra avoir une grossesse spontanée? Ouais. Et donc là, elle a une ovulation régulière, les trompes sont perméables et le sperme est normal. Donc elle est jeune, elle a une bonne réserve. Ouais. Bon, donc, alors, bah voilà, chirurgie FIV, et en fait, je vois que dans le sondage, ils sont plutôt pro-FIV. C'est parce que... Moi, je pense qu'on peut faire les deux, mais en même temps, si on l'opère pas elle, on opérera plus grand nombre de patientes parce que c'est le profil idéal. Après, l'autre chose importante à prendre en compte, mais vous allez le voir aussi dans le cours avec le professeur Chapon, c'est aussi de discuter avec la patiente. Ouais. Et c'est aussi un choix avec la patiente, une discussion avec la patiente. Il y a des patientes qui vont pas vouloir faire de FIV ou d'autres qui vont pas vouloir se faire opérer. Parce qu'on sait aussi que potentiellement, on risque aussi d'altérer peut-être sa réserve ovarienne. Enfin voilà, selon le choix de la patiente aussi, il faut respecter quand on a les deux options. Comment ? Voilà, l'autre chose qu'on peut faire, c'est que c'est vrai que s'il y a une chirurgie ovarienne, on préfère toujours faire une préservation de la fertilité avant, donc faire une stimulation pour conserver des ovocytes avant de faire une chirurgie. Et pour la fertilité, on peut... Après, c'est... parce que c'est ce qu'on vient de vous dire, c'est que l'avantage de la chirurgie, c'est que vous allez, la soulager de ses douleurs, et 2, lui permettre de concevoir spontanément. Mais après, si la patiente ne veut pas se faire opérer, et préfère une FIV, c'est une discussion avec elle, je pense aussi. Mais pour moi, les deux options, elles se conçoivent. Puis après, on peut aussi s'imaginer, voilà, on conserve des ovocytes, et puis ok, peut-être qu'elle arrivera naturellement à être enceinte. Si elle n'arrive pas, on aura déjà conservé des ovocytes avant. Et puis si elle arrive et qu'elle veut un deuxième enfant un peu plus tard, on aura éventuellement aussi conservé des ovocytes. C'est un projet de vie aussi, Elle a que 25 ans, cette jeune fille, donc... Et en alternative, on a le drainage. Alors le drainage, est-ce que ça va être intéressant pour augmenter sa fertilité spontanée ou fertilité... Non, ça ne va pas changer. Donc le drainage, ça va être quelque chose qu'on va utiliser pour nous aider si on a besoin pour la ponction ou la réponse à la stimulation ovarienne. Là, il fait 5 cm, on ne fera pas forcément de drainage systématique. J'ai une question. Justement, là, il fait 5 cm. Est-ce qu'en faisant la ponction par voie endovaginale, en pré-FIV, il y a un intérêt? Alors nous, par habitude, parce que fait la stimulation. D'abord on s'en fiche, on va faire comme s'il était là ou pas là, on s'en fiche. On fait la stimulation malgré le kyste. En fait, il y a 2 indications nous qu'on retient de drainage d'endométriome avant FIV.
comme vous a dit Pietro, c'est soit un endométriome très gros, douloureux, mais 5 cm, c'est pas très gros, donc c'est plutôt les endométriomes de 8-10 cm où les patientes sont vraiment gênées, elles ont une vraie masse pelvienne. Et du coup, ça, on les draine pour les soulager un peu, tout en les mettant sous pilule avant la ponction. Et après, l'autre indication, c'est la crainte d'une réponse insuffisante à la stimulation. Et donc, le fait que l'endométrium qui est en place, il gêne la croissance des follicules autour. Donc, ça peut être le même tableau avec une réserve très basse et un endométriome un peu plus gros, parce qu'encore une fois, 5 cm, a priori, de l'expérience qu'on a, on vous a dit, on récupère pas moins d'ovocytes, mais un endométrium de 10 cm chez une patiente qui a une réserve sur le papier vraiment basse, je me dis pourquoi pas le drainer pour améliorer la réponse à la stime derrière. Ou alors, si j'ai fait un premier essai sans drainage de FIV, j'ai eu un recueil ovocytaire insuffisant. Et ben pour la deuxième, si elle n'est pas enceinte sur la première, on peut proposer le drainage. Après, il y a quelqu'un qui posait dans le chat la question qu'est-ce qu'on risque à le drainer? Pas grand-chose, je suis d'accord avec vous, mais c'est on va quand même lui faire une anesthésie. Alors, on peut le faire sous anesthésie locale. Donc, voilà, et le risque infectieux, il est quand même faible. Mais c'est une balance bénéfice-risque, quoi. Est-ce que vous pouvez juste parler dans le micro, s'il vous plaît? Clermont-Ferrand, c'est l'école de la Célieu, donc chacun prône pour sa paroisse. Hein. C'est pour ça. Non, mais après, en fait, quand j'ai vu le topo tout à l'heure, c'est en fonction qui nous fait le cours. Parce que si on entend le discours des chirurgiens, ils sont pour opérer en premier. On opère aussi. Hein. Oui. Nous, on vous voyez notre réponse. Ma réponse, elle est là. La chirurgie, mais on ne fait pas ça toute la journée. Le professeur Chaperon, lui, il fait que de la chirurgie. Et pourtant, il va vous dire la même chose. Il ne faut pas toutes les opérer. Je pense que monsieur Santouli vous a montré ce matin des données effectivement chez nous qui montraient que en présence d'endométriose et de lésions ovariennes, on avait des bons résultats de FIV et qu'il vous a expliqué qu'à Tenon, ils avaient montré l'inverse. Mais dans les données qu'on a regardées, notamment dans la méta-analyse qu'on a publiée, où il y a des auteurs qui font aussi partie de l'équipe de Tenon, notamment le docteur Benifala dedans, et montrent qu'il n'y a pas de bénéfice à faire une chirurgie avant la FIV, d'accord? Donc en fait, on ne dit pas ça juste qu'on a l'habitude, c'est aussi parce que c'est basé sur des données. Après, il n'y a pas d'études randomisées sur ce sujet, mais voilà, en tout cas, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ça comme données. Si on fonctionne en présence de l'endométrium liquide, si jamais lors de la tension, on a ce qu'on appelle liquide endométrium, ça n'altère pas la qualité des ovocytes. Alors la question posée, c'est est-ce que si on fait une ponction de FIV et qu'on pique dans l'endométriome, est-ce que ça altère la qualité des ovocytes? Alors en général, on essaye d'éviter quand même de piquer dans l'endométriome tant qu'on peut. Après, on peut très bien le traverser, ça ne change pas grand-chose. Éventuellement, vous avez des différents tubes. Si vous voyez que c'est un liquide marron chocolat, vous changez de tube et puis voilà, mais ça ne change pas. Les ovocytes vont être traités, récupérés rapidement quand même après la ponction. On ne va pas les laisser dans ce liquide endométriosique. Est-ce que c'est arrivé à votre équipe chirurgicale de changer de stratégie en péri-opératoire? C'est-à-dire? Parce que des fois on part sur des kystes, des endométriomes de 5-6 cm, mais qui ne sont pas les mêmes en péri-opératoire. Des fois il y a un kyste qui est bien exposé, chirurgicalement facile, où on a l'impression quand on l'opère de ne pas faire beaucoup de dégâts. Et des fois c'est plus difficile. C'est plus difficile et l'opérer, on a l'impression qu'on va... C'est limite, effectivement, si on voit que c'est plus difficile de ne pas justement altérer l'ovaire. Ouais. Après, c'est tout l'intérêt de les préserver avant, déjà. Quand on sait qu'on a une chirurgie ovarienne d'endométriose, je pense qu'actuellement, c'est une des meilleures indications de préservation. Parce qu'on sait qu'on a un potentiel d'altération de la réserve et que même si on est très brillant, vous l'avez vu dans toutes les séries, la MH, elle baisse en post-opératoire après une exérèse d'endométriome. Ça, quelle que soit l'expérience de l'équipe, en fait. Ouais. Même si, voilà, il y a des chirurgiens plus ou moins brillants, mais globalement, la MH, elle baisse après une chirurgie ovarienne dans le cadre de l'endométriome. Si, par exemple, on a un kyste fonctionnel,
et la patiente, elle est douloureuse. Est-ce qu'on peut le ponctionner au lieu donc de prendre le risque torsion, pas torsion, plutôt le ponctionner? Alors là, c'est une autre question, Oui, rien mais à voir du tout, quoi. oui, parce qu'on a régulièrement des kystes Là, on est dans le cas d'un fonctionnels. kyste fonctionnel. Bah après, faut vérifier que le kyste, la nature du kyste. Après, s'il y a un kyste pendant la ponction et on le pique, on peut, quoi. Mais bon. Pour éviter le Après, bloc sinon, en on peut clair. l'opérer, quoi, lui faire une cystoscopie. Mais là, c'est un autre cours, la prise en charge des kystes ovariens, quoi. Oui, mais c'est voilà. Là, on va avancer un peu parce On qu'on avance. on est qu'au tout début. Voilà, mais bon, en résumé, Mais bon, non, les après, deux voilà, attitudes on se peut piquer défendent. dedans. Chirurgie pour améliorer la fertilité spontanée et traiter ses douleurs. Et dans ce cas-là, on conseille plutôt une préservation de la fertilité avant. Après, moi, ça me choque pas si vous dites je la mets sous pilule. Si elle va bien sous pilule, je fais la FIV. Ok. Et après, je pense qu'il faut demander à la patiente son avis. Bon, ici, on l'a opérée après l'avoir préservée en congelant des ovocytes. Et du coup, comme vous a dit Pietro, les chances de grossesse spontanée, elles existent dans les 6 à 18 mois suivant la chirurgie d'exérèse complète de l'endométriose. Bon, là, c'était pas très dur, il n'y avait qu'un kyste isolé, mais retenez bien que si vous opérez une femme de son endométriose pour lui à la fois traiter ses douleurs et améliorer sa fertilité spontanée, eh ben, il faut rien laisser, il faut laisser aucune lésion d'endométriose. Sinon, elle risque d'avoir mal et vous lui donnez pas toutes les chances de concevoir naturellement. Et donc la question qu'on se pose souvent, c'est après une chirurgie, après cette chirurgie-là, est-ce que je lui donne un traitement post-opératoire? Oui. Ici, on a dit une pilule. Alors, attendez, moi je regarde ce qu'ils me disent. Alors, ils en ligne, me on nous disent dit tous que même 50% ouais. proposent une pilule œstrogestative. Ou des analogues aussi. Et 25% des analogues. Ça diminue le risque de récidive. Alors, quel est l'argument pour la mettre sous traitement là? Les récidives. Donc, diminution Mais du pourquoi risque vous de l'avez récidive. opérée? Non, mais c'était quoi le but, voilà, pour qu'elle tombe enceinte spontanément, on est d'accord? Oui. Ok. Est-ce qu'elle va tomber enceinte spontanément si vous la mettez sous pilule ou sous analogue? Donc, c'est bien la seule situation Oui, parce que si vous où on les met bloquez pas ce sous cycle. traitement hormonal après les chirurgies. C'est les femmes qui veulent être enceintes spontanément, qui ont un désir de Il grossesse. faut toujours avoir en tête pourquoi est-ce qu'elle a été opérée. Est-ce pour ses douleurs ou pour l'infertilité, pour augmenter la fertilité spontanée? Et ben, les deux. Et donc, il faut la laisser pouvoir tomber enceinte, quoi. Si dans la réponse il y a fertilité spontanée, c'est contradictoire avec prise de pilule. Donc, si vous l'opérez, il ne faut pas lui donner de pilule après. Voilà, parce que la fertilité, encore une fois, elle est maximale après la chirurgie dans les mois qui suivent. Alors juste pour bien reclarifier, mais sur le chat, je pense que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris, mais la chirurgie, elle apporte des choses en fait. Elle ne fait pas que diminuer la réserve ovarienne, elle permettra éventuellement d'améliorer les chances de grossesse spontanée et de soulager les douleurs de la patiente. Ouais. Sinon, on ne l'opérerait pas juste pour faire baisser la réserve ovarienne. Ok. Et si donc elle n'est pas enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Qui vote FIV? Ok. Qui vote STIM simple? Alors, elle avait des cycles de 28 jours, cette patiente. Bon, bah, je suis pas. Ça veut dire que j'ai mal fait mon boulot hier parce Surtout, que. je viens de leur expliquer juste avant. Non, mais en gros, on stimule l'ovulation que des femmes anovulatoires. Que c'est un trou Sinon, de cycle. sinon, en Je viens fait, de vous le dire juste avez avant. pas. Sinon, vous avez. Enfin, en fait, vous pouvez toujours stimuler son ovulation, mais vous n'allez pas lui apporter des chances de va grossesse rien changer supplémentaires, par rapport à son ovulation. juste lui faire prendre un traitement en plus. Mais effectivement, la réponse, c'est FIV dans ce cas-là. Elle ovule déjà. FIV. Et puis, du coup, Pietro vous a dit que pour les patientes qui ont l'endométriose, il semblerait que de bloquer leur cycle pendant 3 à 6 mois avant la FIV, soit par un agoniste GnRH, soit par une pilule en continu, eh ben, on améliore un peu les résultats de la FIV. Donc c'est pour ça que là, il est question d'un traitement antigonadotrope, quoi. Est-ce qu'on la considère encore avec l'endométriose alors qu'on l'a opérée Ouais. complète? Ouais. En fait, oui. Parce que tu peux jamais être sûr à 100% qu'il n'y a pas des petites Le taux de lésions récidive, quand même, qui restent, quoi. Elles restent avec cette étiquette endométriose, même après une chirurgie complète, si elles ne sont pas enceintes, naturellement. Ouais.
Non, C'est-à-dire non, en fait, après, là, tu parles des protocoles agonistes longs, enfin ultra longs. En fait, on va synchroniser, enfin, on va bloquer par 3 mois, et ensuite on va faire la stimulation. Ah bah, c'est bien ça. Donc c'est pas général 3 mois, puis on commence un protocole, blocage, et on... Tu Non, peux faire oui, les deux. Tu peux faire les bah, deux. après, on peut En fait, prolonger, tu 3 à peux 6 mois. faire un protocole antagoniste après un blocage à l'agoniste. En fait, il faut juste commencer ta stim après la fin d'efficacité du décapeptile. Ok, Nous, on met en général plutôt une pilule, progestative. Ouais. ok. Donc, 6 semaines. 6 semaines, c'est ça. Au Au moins 6-8 ouais. semaines, ouais. Au moins 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Après, il y a peu de données là-dessus. Est-ce qu'on peut utiliser ces ovocytes? Non, après, bon, là, c'est aussi pour vous faire réfléchir, mais il y a 2 options. Si vraiment il y a un désir d'enfant, alors, soit on peut, c'est une discussion encore avec la patiente, soit on veut réutiliser les ovocytes conservés parce qu'elle n'a pas envie d'être à nouveau stimulée, etc., et les mettre en fécondation, soit on se dit, on va garder ces ovocytes de côté parce que vous êtes jeune et que, voilà, est-ce que vous allez changer de partenaire, avoir un désir d'enfant à 35 ans? Est-ce que vous voudrez un deuxième enfant avec un autre ou avec le partenaire actuel, etc. Et on sait qu'on aura aussi des ovocytes conservables, parce que là, elle reste encore jeune et on a des chances qu'elle réponde bien à la stimulation. Donc c'est vraiment des discussions à avoir, des politiques de centre, comment ça se passe au niveau des laboratoires et tout ça, puis avec les patients. C'est compliqué parce que avant on cherchait juste à ce qu'elles aient un enfant et maintenant en fait on réfléchit au projet global de vie. De famille, donc plusieurs enfants, voire même de plusieurs couples. Donc c'est ce que vous disiez Mathilde, c'est que des fois on est on est gourmand, c'est-à-dire qu'on se dit on lui a préservé des ovocytes quand elle avait 25 ans. Bon là elle est avec un partenaire, ils ont un projet d'enfant. On la restimule, on fait une FIV et on garde de côté ses ovocytes au cas où elle se sépare, au cas où elle veuille un deuxième enfant et que sa réserve ovarienne s'altère. Enfin, mais c'est voilà, tout discute. Hein. Après, il y en a, moi j'ai des patientes qui veulent pas être stimulées et on décongèle les ovocytes. La récidive des lésions d'endométriose, je ne saurais pas donner de chiffres exacts. Peut-être que 30-40%. Oui, mais la durée. Le taux de récidive et dans les combien de temps la durée, je pense que ça doit être. Pour Serge Chapon, je crois qu'il a une diapo là-dessus exactement. Après, moi, je ne saurais pas vous dire à 6 mois, c'est X%, etc. Ça dépend de comment la chirurgie a été faite, est-ce qu'elle était complète ou pas, quelles étaient les atteintes, est-ce que c'était des lésions qui étaient faciles aussi à enlever. C'est variable. Pour les 3 mois de traitement par les analogues, vous utilisez le décapeptile 11-25, c'est ça? Soit du 11-25, une soit seule le injection, 0,1 tous soit les du jours. 3 mg. Non, pas mensuel. Le 3 soit mensuel. du 3 mg mensuel, mais quand même, on les fait pas se piquer avec la forme quotidienne pendant 3 mois. Ouais. C'est les formes retard. Ouais. Ok, on change, c'est la même patiente, sauf qu'en fait, elle a une réserve ovarienne qui est différente. Vous voyez qu'elle a 0,7 d'AMH cette fois et 6 de CFA, toujours qu'un endométrium de 5 cm isolé, et elle a toujours 25 ans, des trompes perméables, un spermogramme normal. Là, qu'est-ce que vous pensez plutôt lui proposer comme prise en charge pour son infertilité et ses douleurs? Ouais, là, il y a un peu moins de discussion. Et dans le chat, c'est pareil. Ils sont un peu tous. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on n'a pas très envie de l'opérer de son endométrium et d'abîmer encore plus sa réserve ovarienne. Et donc. Alors, juste pour rappeler, mais quand on écrit OME, ça veut dire endométrium. Je l'avais mis. Voilà, je répète. Ouais. Oui, et alors DIE. Et DIE, c'est des lésions profondes. Deep Infiltrating Endometriosis. Ça, c'est les acronymes de chez nous. Ok. Alors, toujours même patiente, 25 ans, infertilité, douleur, mais vous avez cette fois, en plus de l'endométriome, une atteinte digestive bifocale.
et un hydrohématosalpinx unilatéral, et elle a son AMH et son CFA idem que tout à l'heure, bas, sachant qu'entre-temps, vous l'avez mis sous pilule et qu'elle est plutôt bien soulagée. Qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge? Alors, quelle chirurgie? Chirurgie de quoi? Chirurgie de l'hydrosalpinx, c'est ça? Pour faire quoi? Pardon? Je n'ai pas entendu. Pour augmenter les chances de fixer la fibre. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pendant votre chirurgie? Vous faites quoi comme chirurgie? Une stéroscopie, une célioscopie. Donc vous voulez déconnecter la trompe de l'utérus, c'est ça? D'accord. Il y en a qui- Bah, est-ce que quand on a un hydrohématosalpinx comme ça, bon, c'est utile de le garder, quoi. Parce qu'elle est fonctionnelle, cette trompe. A priori, non. Ouais. Si on enlève la trompe? Mais ça, c'est Guillaume Legendre qui vous a fait peur, mais quand même... Bon, en fait, c'est vrai qu'il faut faire attention de pas, si vous n'opérez pas vos patients de vous-même, de les adresser à un chirurgien de confiance. Voilà, en général, on essaye d'être vigilant, comme il vous a dit, quand on coagule, on va se mettre près de la trompe, loin de l'ovaire, pour pas altérer la réserve ovarienne. C'est quand même... Bon, c'est vrai que dans les séries, ça c'est montré, mais globalement, on va essayer de faire en sorte de ne pas abîmer l'ovaire, d'accord? Donc en fait, là on se dit qu'il y a, je suis d'accord avec vous, il y a un problème tubaire unilatéral, un hydrohématosalpinx, et on sait que la présence de ce type de lésion tubaire peut altérer l'implantation. C'est pour ça que vous voulez l'enlever, c'est ça? Et après vous voulez faire quoi alors? Là elle veut un enfant là. Une FIV, donc vous voulez faire une FIV, donc vous voulez faire une célio avec une chirurgie tubaire avant la FIV, c'est ça? Moi, je dirais, elle a 25 ans, ça vaut le coup de tenter la FIV, et si échec, à ce moment-là, on peut traiter, si défaut d'implantation, on pourrait traiter l'hydrohématosalpinx, comme ça a été proposé sur les cours précédents. En gros, on dit, est-ce qu'il faut vraiment faire la célio et salpingectomie? Alors c'est vrai, quand on fait une fécondation in vitro dans ce contexte, donc c'est, je pense, est-ce qu'on propose après, il y a des questions sur... Non, c'est bon. On donne d'abord une réponse et après on pose d'autres questions. D'accord. Donc là, il faut... Donc là, on a dit ils ont dit salpingectomie FIV. Ce qui est plutôt pas mal par rapport à ce qui était prévu. J'ai entendu qu'il y en a qui ne voulaient pas toucher aux trompes. Bah, oui, il y en a qui veulent pas, mais c'était minoritaire dans la salle. D'accord. Parce qu'il y en a qui voulaient d'abord faire la FIV, voir si ça marche, et si elle implante pas, faire la salpingectomie. Si elle implante pas. Oui. Alors, c'est vrai que nous, on a l'habitude, parce que Chloé dit, ah oui, parce qu'en fait, nous, on a quand même parfois l'habitude de faire, surtout chez les patients qui ont des réserves ovariennes basses, de faire d'abord la FIV, faire un freeze-all, c'est-à-dire congeler tous les embryons, et si on a des embryons, faire la célioscopie pour déconnecter la trompe ou enlever la trompe, et ensuite faire le transfert, parce qu'on dit comme ça, au moins, la réserve ovarienne, on n'y touche pas, on a fait la stimulation avant. On peut faire dans les deux sens, après, il faut faire attention, effectivement, à ne pas abîmer l'ovaire, quoi qu'il arrive, dans tous les cas. C'est vrai que par contre, on ne va pas transférer les embryons en présence de l'hématosalpinx. Parce qu'on ne va pas gâcher des embryons. Déjà, cette patiente a une réserve ovarienne basse, on n'en aura peut-être pas beaucoup. On ne va pas s'amuser à faire des transferts si on sait que les chances de grossesse sont bien inférieures. En fait, c'est là qu'était mon inquiétude. Pourquoi on ne va pas vers une plastie tubaire en essayant de vider l'hydrosalpinx et tout pour faire un traitement et on prend la décision radicale d'enlever. C'est vrai que c'est unilatéral et on se dit qu'avec une trompe, ça peut. Mais s'il y a cette possibilité de faire la plastie tubaire, de vider l'hydrosalpinx et puis de conserver la trompe, pourquoi vouloir tout de suite l'enlever? C'est parce qu'il y a la fibre derrière. On sait que... Alors déjà, il y a deux choses. Bon, après, il faut évaluer. Est-ce qu'on a l'impression qu'en réparant cette trompe, elle va être fonctionnelle après? En fait, on sait qu'il y a quand même un taux de récidive après les plastiques tubaires qui est très important. Surtout en plus chez cette patiente qui a une endométriose sévère, par expérience avec Chloé, on sait que c'est des pelvis qui sont très adhérentielles. La trompe, souvent, on ne peut même pas faire une salpingectomie parce que là, c'est pas comme dans les célios que vous avez vu là avec le docteur Legendre, tout est collé en fait sur l'ovaire et c'est un espèce de...
c'est une fusion entre l'ovaire, la trompe, le digestif en arrière. Et en fait, cette trompe, on peut pas la réparer. Elle n'est pas fonctionnelle. Et donc voilà, on va la déconnecter si on arrive déjà à voir la corne utérine, parce que ça peut arriver parfois qu'on ait du mal aussi. Donc voilà, surtout dans l'endométriose, c'est quand même un peu plus rare d'avoir des trompes qu'on peut réparer comme ça. Ça va être surtout sur les pathologies tubaires secondaires à des infections sexuellement transmissibles, où là, potentiellement, peut-être on aura un peu plus de chance, je pense. Mais... Et puis, à partir du moment où on a une trompe contralatérale qui est belle, entre guillemets, on n'a pas d'intérêt à la conserver. Si on pense qu'elle n'est pas fonctionnelle. On peut évaluer la muqueuse et tout ça après. Vous avez vu les scores tubaires? Il est où le deuxième micro? Merci. Ce que vous avez dit dans vos habitudes, vous faites une FIV frisol. Enfin, c'est une sorte de conservation en fait. Dans ce cas, pourquoi conserver les embryons dans ce cas? En fait, la question c'est sur la préservation. Et pas conserver les ovocytes juste ou le tissu ovarien. Bah, c'est ça en fait ma question. Bah là, la patiente, elle a un désir de grossesse actuel avec son partenaire. Donc elle veut être enceinte. Après, elle n'a pas prévu d'être opérée de ses ovaires pour autant. Donc ce qu'elle veut, c'est un bébé, quoi. Après, on pourrait se dire, oui, si on est vraiment gourmand, on fait une stimule, on conserve les ovocytes, une stimule, on fait des embryons. Mais là, elle a une réserve ovarienne altérée, elle veut un bébé tout de suite. Enfin, les couples, elles vont me dire, non, mais moi, je veux un enfant, là. C'est bien, puis de me congeler des ovocytes, mais il faut avancer, quoi. C'est pas dans la situation où la patiente, elle doit être opérée de ses ovaires, on sait qu'il va y avoir une réduction de la réserve ovarienne pour la suite. Quel est le nombre minimal d'embryons à obtenir pour passer à autre chose? C'est-à-dire si on tente une stimulation et on a 3 embryons, est-ce que... Ça dépend du type d'embryon que vous avez, déjà. Ouais. Parce que c'est pas pareil d'avoir des embryons J1, J2, J3 ou des blastocystes. En termes de taux d'implantation, c'est pas du tout pareil. Et est-ce que votre question, c'est quand est-ce qu'on passe à la chirurgie tubaire pour cette patiente? Parce que vous dites passer à la suite, mais c'est-à-dire? C'est quoi la suite? Le don d'ovocytes. Ça veut dire on traite l'ovaire, le kyste. Bah, alors c'est la prochaine question. Est-ce qu'il y a un intérêt à toucher à l'endométrium dans ce contexte? Alors, je crois que c'est le sondage d'après. Parce que, encore une fois, actuellement, on conçoit plutôt la chirurgie comme devant être une chirurgie complète dans l'endométriose, à la fois pour être efficace sur les douleurs et sur la fertilité quand il y a quand vous voulez les aider à être enceinte naturellement. Donc juste opérer l'endométrium, ça n'a aucun intérêt là. Vous allez laisser l'endométriose digestive en place, du coup elle aura toujours mal et elle ne pourra pas plus être enceinte. Donc, et l'endométrium est petit et devrait pas gêner votre stimulation ou votre ponction. Donc, ça serait vraiment, s'il y a une chose à pas faire, c'est opérer que l'endométriome et rien faire d'autre. Parce qu'on laisse la trompe dilatée, on laisse les lésions digestives, et en plus elle a une réserve ovarienne altérée. Bon, encore elle est jeune, ça joue pas sur la fertilité spontanée. Comment? On va juste faire une salpingectomie chez elle. Enfin, une cellio, explo avec épreuve au bleu tubaire, voilà. Et selon l'état de la trompe, vous décidez, c'est ce qu'on disait, si vraiment on a une bonne surprise, ce qui est rarement le cas dans les endométrioses sévères comme ça, où vous pensez pouvoir réparer la trompe, ok, honnêtement, 90% du temps on fait une salpingectomie parce que l'état de la trompe est tellement altéré qu'il n'y a plus de muqueuse visible, enfin, vous savez que vous n'arriverez pas à la réparer chirurgicalement. Mais c'est vrai que ce que tu as dit, c'est hyper important, Chloé, c'est de faire une épreuve au bleu tubaire, parce qu'après, parfois, il y a une hystérosalpingographie qui a été faite par je sais pas qui n'est pas forcément le plus compétent des radiologues, ou à l'écho, ils ont vu un truc, ils pensaient que c'était un hydrosalpingue, c'est finalement, alors pas forcément dans ce cas-là, mais ça existe quand même, ça nous arrive souvent de faire des cystoscopies, enfin souvent, et en tout cas, et qu'on fasse l'épreuve au bleu, en fait, les deux trompes sont perméables, et finalement, on s'arrête là. Et voilà, la patiente est contente de ne pas les prendre, il n'y aurait pas les trompes. Donc ça peut arriver, donc voilà, mais surtout à l'IRM, la perméabilité des trompes. Mais surtout à l'IRM, des fois les radiologues ils vous disent il y a un hydrosalpinx, mais en fait ça nous arrive de temps en temps quand même. On fait une épreuve au bleu au bloc et les trompes sont perméables. Ouais. Ouais. On peut se tromper. Ouais.
Voilà, et donc la question, donc bien sûr, on n'enlève pas cet endométrium, on ne fait pas de kystectomie isolée sans toucher au reste de l'endométriose. La question du drainage, bah, on en a parlé pas mal, je vous ai dit, hein, deux situations où on draine, un très gros endométrium qui fait vraiment mal ou qui pourrait gêner la réponse à la stimulation. Là, en faisant 5 cm, j'aurais plutôt tendance, moi, à pas forcément le drainer. S'il faisait 8-10 cm, j'avoue, chez cette patiente qui a une réserve ovarienne basse, peut-être je me dirais, bah, tant qu'à faire, tant qu'à l'opérer, autant le drainer, sachant que bon, nous on fait pas d'alcoolisation. Et d'ailleurs, tu voulais pas donner, parce que en fait, en distanciel, ils nous ont tous demandé comment on faisait une alcoolisation en pratique. Et du coup, Mathilde leur a envoyé un lien, mais il faudrait qu'on vous le donne aussi. C'est une vidéo YouTube, c'est ça? Comme ça, vous allez pouvoir regarder. Sinon, je pourrais leur montrer. Comme tu veux. Enfin, si ça vous intéresse. Ouais. Bon, bref, donc voilà, pour les drainages d'endométriome, chez elle, là, à 5 cm, on ne le ferait pas. Après, c'est un cas plus adénomyose. Vous avez une patiente qui a 31 ans, qui a une infertilité primaire depuis 5 ans. Elle a des cycles réguliers de 27 jours. Par contre, elle a des ménorrhagies, puisque ces règles durent 8 jours, et des dysménorrhées à 7 sur 10. Elle a des trompes perméables à l'hystérosalpingographie. Vous avez sa réserve ovarienne qui est marquée là. Et elle a une écho et une IRM pelvienne, toutes les deux faites par des bons radiologues qui disent qu'il y a une adénomyose diffuse isolée. Qu'est-ce qu'on fait chez cette patiente? Elle vient vous voir parce qu'elle veut un bébé. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de sa réserve déjà? Elle est basse. Moi, il me manque une info pour réfléchir là. Ouais, j'ai entendu le spermogramme. C'est quand même un élément important. Donc, on va dire que le spermogramme est normal. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous l'opérez de son adénomyose, vous FIV. Ah, ils veulent d'emblée faire notre stratégie de transfert différé. Mais bon, là, on avait progressivement, je crois. Ouais. Alors, c'est vrai que comme il n'y a pas d'études randomisées, on ne fait pas forcément d'emblée de l'agonie générale avant les transferts, parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est quand même assez contraignant pour les patientes. C'est un traitement qui va entraîner les fonctionnaires éventuellement, les sections vaginales, etc. Donc c'est vrai que selon aussi l'adénomiose et l'importance de l'adénomiose, on peut essayer aussi de faire un traitement classique, un transfert d'embryon classique. C'est vrai. Transfert frais, ouais, pour le premier. Et s'il y a des embryons surnuméraires avec un cycle classique, un transfert, une préparation endométriale classique sans faire un agonie GnRH prolongé avant. Pour le congelé, ouais. Ça, on en reparlera. On va en reparler. Il y a différents protocoles après et différentes habitudes de centre surtout. Ouais. On ne le fait pas systématique. On va plutôt le faire. Alors, ça dépend sauf si la patiente elle est vraiment très symptomatique, elle a des saignements associés, des fortes douleurs et tout. Bah, là, ça pourrait être vraiment indiqué d'emblée. Mais sinon, si voilà, il y a plusieurs types d'adénomiose. Il y a des adénomioses qui peuvent être plus ou moins importantes. Et en première intention, souvent, on fait quand même un transfert frais classique. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'études randomisées de fort niveau de preuve. Voilà, c'est un peu au cas par cas en fait. C'est au cas par cas selon la situation clinique. Mais... après, habituellement, nous, globalement, on fait le transfert après agoniste GnRH quand il y a 1 ou 2 échecs de transfert dans les conditions classiques. Voilà, c'est ça. En cas d'adénomiose ou d'endométriose associée. Mais en cas d'échec, on va faire
facilement faire ça. Ou alors des patients très symptomatiques, Voilà. qui ont hyper mal ou qui saignent en permanence, comme Mathilde disait, à cause de leur adénomyose. Bah là, vous n'allez pas faire un transfert d'embryon congelé alors qu'elle saigne en permanence. Là, on peut être amené à les En fait, bloquer le traitement médical aura un d'emblée. intérêt pour les symptômes, douleurs, saignements. Donc, exactement. Bah ouais, on aimerait bien vous dire faut faire ça pour tout le monde, mais c'est pas aussi simple que ça. Non. Bon, alors là, elle avait une FIV, cette patiente, c'est ça? Et 10 ovocytes, 5 embryons obtenus. Alors, et là, on avait justement déjà transféré 4 embryons, 3 fausses couches précoces. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes éventuellement de bilan ou en termes de traitement parce qu'il vous reste un embryon congelé? Ouais. pardon? Comment? Si, il faut faire un bilan de fausse couche. Alors, on va pas le détailler là parce que c'est pas le cas Vous du avez cours, un cours, mais... mais du coup, effectivement, je pense qu'on peut avancer. Mais par Ok. rapport au traitement, là, c'est vrai qu'en cas d'échec, on va proposer l'agonie de GnRH prolongée. Alors, on aurait pu le faire peut-être avant, hein, franchement. Je vous ai dit, habituellement, on le fait au bout de 2 transferts dans les conditions classiques qui ne marchent pas. Donc, on aurait peut-être pu... C'est pour ça, c'est important de revoir ces pratiques et ce qu'on fait. Exactement, parce qu'on vous prend des cas réels, mais... Alors, comment on fait... Alors, est-ce qu'on a fait une diapo sur comment on fait Non, pas là. Donc, en fait, on va donner un agoniste GnRH à faire en phase lutéale, 11-25, et puis on va revoir la patiente 6 à 8 semaines après pour vérifier qu'elle est bien bloquée sur le plan hypothalamo-hypophysaire. Le stradiol va être bas, l'endomètre va être fin. Et si elle est bien bloquée, on va lui faire démarrer des patchs ou des comprimés de stradiol pour épaissir l'endomètre. Et puis on va la revoir 15 jours après, par exemple, la mise sous traitement par estradiol pour démarrer un traitement par progestérone pour faire le transfert. Mais ça, vous allez avoir les détails des protocoles de transfert la 2e semaine. Vous aurez toutes les recettes et tout ça. Voilà, c'est ça. Comme ça, vous savez un peu. Ouais. On en fait un autre, c'est une patiente de 32 ans qui vient vous voir parce qu'elle a un désir de grossesse depuis 5 ans. Et elle vous a adressé en fait pour chirurgie radicale, enfin chirurgie complète conservatrice dans le cadre d'une endométriose sévère. Et quand vous l'interrogez, vous récupérez ces infos. Déjà, elle a 32, pardon, pas 35, hein, elle n'a pas pris 3 ans. Elle a déjà été opérée il y a 1 an. Elle a eu une célio pour son endométriose. Vous allez avoir les détails après. À part ça, elle n'a pas d'antécédents, elle a des cycles réguliers. Vous avez une AMH qui a 3 nanogrammes sur un bilan pas trop ancien. Et son conjoint, il a 29 ans, aucun antécédent et un sperme normal. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qui vous manque à l'interrogatoire là? À l'interrogatoire. C'est bien. Les douleurs. Les douleurs. Vous êtes fort. Et donc, quand vous l'interrogez, vous voyez qu'elle a... Elle est 4-5 sur 10 de dysménorrhée, dyspareunie et pas d'autres symptômes douloureux. Elle a surtout envie d'être enceinte. En fait, pas très douloureux, voilà. ce qu'elle vous dit. Et vous récupérez son compte-rendu de Célio là, de 2012. Oui, j'ai dit il y a 1 an et c'est 2012, ouais, ok. Ouais, alors, importe. voilà. Donc, on a ça. Ils vous ont dit que, en gros, c'était. Alors, est-ce que vous voulez avoir. Est-ce que vous faites d'autres imageries, peut-être pour évaluer les lésions d'endométriose actuellement? Est-ce qu'on a des données Ouais, ça arrive. Écho. Bon, là, en l'occurrence, vous n'avez pas de radiologue hyper bon en écho endométriose. Par contre, il y en a un qui est calé en IRM et il vous dit que elle a un comblement complet du cul-de-sac de Douglas. Elle a une endométriose profonde avec atteinte des 2 ligaments hétérosacrés du vagin et une atteinte rectale, plus un endométriome droit de 3 cm. Et puis, il voit une masse annexielle gauche dont il pense que c'est un hydrohématosalpinx de 9 cm. Elle a une dilatation piélocalicielle droite et de l'adénomyose diffuse. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il y a un petit... Je pense
Alors d'abord, est-ce que la question c'est poursuivez-vous les investigations? Est-ce qu'il vous manque des trucs? Ouais, il nous manque le bilan hormonal complet et le CFA dans l'évaluation de la réserve ovarienne. Et alors, quoi d'autre par rapport au résultat de cette IRM là? Il n'y a rien qui vous dérange? Elle a une dilatation piélocalicielle, ouais. Ouais, donc digestive, why not, si vous voulez faire une écho endorectale. Bon. Mais surtout rénale, parce que il faut évaluer la fonction de son rein, qui est peut-être en train d'être détruit par cette lésion d'endométriose qui est obstructive à droite. Alors, habituellement, nous, on les confie aux urologues, mais si vous voulez avancer un peu leur bilan, qu'est-ce qu'on peut faire pour voir comment fonctionnent ces reins? Ouais, on fait une créate, souvent Uroscan et éventuellement Saint-Irénal, ils font. Donc voilà, c'est ce que vous avez dit. Il nous manque ces infos-là. Et finalement, comment on la prend en charge, cette femme-là? Est-ce qu'on fait une FIV? Est-ce qu'on l'opère de toute son endométriose? Est-ce qu'on stimule simplement son ovulation? Est-ce qu'on s'occupe de son problème urétéral droit? C'était quoi sa demande, elle, initialement? C'était quoi? C'était une grossesse, ok. Elle est douloureuse ou pas, cette patiente? Et qu'est-ce qu'il vous faut? Enfin, la chirurgie, elle va être facile, elle va être difficile? Ok. Et Votre FIV. donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc on est plutôt FIV, ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le rein éventuellement? Est-ce que si on l'opère, on va améliorer sa fertilité spontanée? Non. Pour son rein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour son rein sans faire une chirurgie radicale? Son Gigi, ouais. Ouais. Ok. Une sonde Gigi, c'est bien. Et puis il y a un autre truc dans son IRM, moi, qui me dérangeait. Ouais. Bon, alors, faut faire relire ou peut-être faire une écho s'ils arrivent mieux à distinguer, mais il s'avère que c'est bien un hématosalpinx. Qu'est-ce qu'on fait si elle a un hématosalpinx? On fait? Bah ouais, il va falloir exclure sa trompe avant le transfert embryonnaire, quoi. Donc ça s'annonce pas facile, comme c'est lieu. Probablement, vous n'arriverez pas à faire une salpingectomie totale, mais l'essentiel, c'est de déconnecter. Alors j'avoue que nous, on fait pas trop de clips, il vous a dit ça. Mais ce qui nous embête dans les clips, c'est vraiment si on n'a pas le choix, qu'on n'arrive même pas à avoir la place pour coaguler, couper. On préfère enlever un petit bout, quoi. On préfère enlever une salpingectomie partielle. ou déconnecter. Parce qu'avec le clip, on se dit toujours qu'il peut partir, en fait. Bah, c'est vrai que nous, on préfère enlever quand même au moins 1 centimètre de trompe, faire une petite salpingectomie partielle. Ouais. Oui, mais bon, ouais. Enlever un petit morceau de trompe, quoi. Et faire une vraie déconnexion. Ouais. Parce qu'en fait, avec la bipolaire et les ciseaux, on peut facilement... si on peut mettre un clip, en général, c'est qu'on peut... Mais des fois, on n'arrive même pas à voir la corne et la trompe. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous opérez, vous voyez même pas la trompe pour la déconnecter. Quelle est l'alternative? Ouais, donc en fait, effectivement, qu'on n'arrive pas à faire de salpingectomie ou de déconnexion tubaire, il a été montré que de drainer l'hydrosalpinx par voie vaginale comme une ponction d'ovocyte, quelques jours avant le transfert, et ben ça améliorait quand même un peu les chances d'implantation versus ne rien faire. Mais bien sûr, c'est pas optimal. La meilleure chose, c'est de pouvoir déconnecter la trompe. Bah non, justement, c'est facile. En fait, du coup, l'accès par voie vaginale est accessible, mais oui, ça, on le verra pendant la stimulation. On va lui faire plein d'échographies endovaginales, donc on aura le temps d'évaluer si c'est faisable. Mais bien sûr, si vous arrivez à le drainer, ouais. Voilà, ça. Après, c'est moins bien. Enfin, c'est pas. On fait une cellio-salpingectomie ou un drainage. Hein. On essaye de faire la cellio. Si on n'arrive pas à déconnecter la trompe, alors l'autre option, c'est de faire ça avant le transfert. Ok, bon, donc ils étaient tous d'accord en distanciel pour faire de la FIV et s'occuper de son urtère. Donc ça,
encore une fois, travailler avec des urologues, mais nous, on pose régulièrement des sondes JJ qu'après, elles sont obligées de changer régulièrement, y compris pendant la grossesse, mais au moins, ça permet de sauver leurs reins. Et donc, toujours avant la FIV, le blocage de 6-8 semaines par pilule ou 3 mois d'agonisme. Mais j'avoue qu'on fait plutôt le blocage par pilule qui est plus sympa pour les patientes avant les FIV. Et voilà. Voilà, comme ça, on laisse Monsieur Chapon. Donc, on va laisser le professeur Chapon vous faire une petite synthèse sur l'endométriose et l'adénomiose, sur la prise en charge